Et on va passer maintenant à notre grand angle. On va parler de la Côte d'Ivoire avec une croissance économique de 8 à 10%, avec une hausse de près de 50% des échanges commerciaux avec l'Europe. Eh bien, la Côte d'Ivoire se verrait bien comme une locomotive de l'Afrique francophone. Stabilisé politiquement, le pays n'est néanmoins pas à l'abri de troubles. On a vu récemment l'attaque terroriste de Grand Bassam. Alors, quels sont les grands chantiers à venir? Comment les financer? Le gouvernement ivoirien vient plaider sa cause devant la Banque mondiale et les bailleurs de fonds. Bonsoir Nialé Kaba, merci d'être avec nous. Vous êtes la ministre ivoirienne du Plan et du Développement. Vous avez été ministre de l'Économie pendant 4 ans. Vous avez quitté ce poste il y a quelques mois seulement, c'était début 2016. Alors la Côte d'Ivoire, Madame la ministre, vient d'obtenir un soutien massif des bailleurs internationaux que j'évoquais, plus de 15 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous vous dites ce soir, Nialé Kaba? Mission accomplie ou bien le plus dur commence? Écoutez, merci déjà de me recevoir sur votre plateau au soir de la clôture de nos travaux. Effectivement, donc, la Côte d'Ivoire, hier déjà, a reçu un soutien franc et massif des bailleurs de fonds. Pour nous, c'est une reconnaissance de la pertinence du plan que nous sommes venus défendre. C'est aussi un encouragement ou une reconnaissance du travail qui a été fait pendant les 4 années. Vous vous souvenez que nous étions là en 2012, la Côte d'Ivoire était là en 2012 avec son premier PND, sortant de crise, également sollicité la même communauté financière internationale, les bailleurs multilatéraux et bilatéraux, qui nous ont fait confiance. Et nous sommes venus 4 années, après 4 années d'exécution, et la même communauté financière internationale nous fait confiance encore plus. Vous savez que nous sommes venus avec rechercher donc à peu près 8,8 milliards de dollars. Nous avons eu 15,4 milliards d'intentions annoncées. Et je dois dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est heureuse de savoir que cette communauté est disposée à l'accompagner. Alors, vous pilotez un plan de développement que vous venez d'évoquer pour la période 2016-2020, 4 ans donc. Quel est, selon vous, le principal défi à relever pour la Côte d'Ivoire en matière économique? Écoutez, la Côte d'Ivoire aborde la période 2016-2020 déjà avec beaucoup d'atouts. Parce que pendant 4 années durant, elle a capitalisé une croissance très forte. Elle fait partie au plan mondial donc des pays qui ont eu ce niveau aussi élevé, 9% en moyenne. Quels sont ces atouts? Les atouts de la Côte d'Ivoire a une économie diversifiée. Nous sommes un pays agricole, nous avons une économie diversifiée. Nous revendiquons l'infrastructure la plus développée de la sous-région, ce qui est un atout pour des investisseurs. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts en matière de doing business, en ayant gagné 37 places ces 3 dernières années. C'est quoi le doing business? Le doing business, c'est l'environnement des affaires. La capacité pour les investisseurs privés de venir et opérer dans un environnement attractif, dans un environnement qui leur permette de rentabiliser, dans un environnement sécurisé pour rentabiliser leurs investissements. Vous avez évoqué l'agriculture, Madame la Ministre. On va prendre une question concrète. Une de nos équipes de TV5 Monde s'est rendue sur place récemment, c'était au mois de février, dans la région d'Yamoussoukro. Elle a rencontré un paysan, un riziculteur, qui est frappé de plein fouet par la sécheresse. Il demande une aide du gouvernement ivoirien, notamment pour l'irrigation. Que compte faire le gouvernement ivoirien envers les paysans et les riziculteurs qui ont un rôle éminemment important puisque le riz est un des éléments de base en Côte d'Ivoire comme dans de nombreux pays en Afrique? Alors vous avez raison, le gouvernement a un plan ambitieux d'investissement agricole qui vise notamment justement à assurer l'autosuffisance et qui cible dans ce sens-là le secteur vivrier. Et le riz est un produit de grande consommation de la Côte d'Ivoire. Le programme national d'investissement agricole qui a commencé déjà à s'exécuter, justement, vise à mécaniser et accompagner donc les producteurs locaux dans la production. Beaucoup de bas-fonds rizicoles ont déjà été aménagés. C'est un programme qui se poursuit. Mais là, face à la sécheresse, en termes d'urgence, il produisait 700 tonnes en une saison. Là, il a produit 300 kilos seulement, de 700 tonnes à 300 kilos de riz. Est-ce qu'il peut y avoir une aide d'urgence envers ces agriculteurs?
C'est des questions qui sont adressées par le ministère, mais le ministère de l'Agriculture. Mais parallèlement à ce qui est fait ponctuellement, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est en train d'adhérer justement à un mécanisme d'assurance, contre les catastrophes naturelles qui pourrait donc accompagner le monde agricole face à ce genre de catastrophes. Alors il y a aussi la chute des cours des matières premières. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers producteurs de cacao au monde, on le sait. Est-ce que votre pays est impacté par cette chute des cours de matières premières? Il faut dire que le cours du cacao est plutôt tenu. Ouais. Et les perspectives à moyen terme nous disent qu'il pourrait y avoir une légère baisse, mais les cours demeurent très élevés. Alors pour échapper à la fluctuation des cours des matières premières, l'un de vos objectifs, c'est d'accélérer en Côte d'Ivoire l'industrialisation. Comment comptez-vous faire? Ben écoutez, déjà sur la question du cacao, la Côte d'Ivoire a commencé à travailler avec les opérateurs du secteur pour voir quel accompagnement nous pouvons offrir au secteur pour les inciter à transformer davantage. Il en est de même donc en ce qui concerne les grands produits, notamment l'anacarde pour lesquels nous sommes aujourd'hui premiers producteurs et premiers exportateurs, où le taux de transformation locale est de moins de 10%. Donc la Côte d'Ivoire est en train de voir comment accompagner l'installation d'unités nationales. Il y a de grands groupes qui ont commencé à s'installer, mais on pourrait démultiplier cela parce qu'il s'agit là d'un produit dont la transformation est fortement créateur d'emplois. Alors c'est ce qu'on appelle la macroéconomie. Vous avez parlé, et moi aussi d'ailleurs, de 8 à 10% de croissance pour la Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans, la Banque mondiale pointait un niveau de pauvreté inquiétant dans ce pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Comment améliorer concrètement les conditions de vie des Ivoiriens? On rappelle que le salaire minimum fixé par la loi est de 50 000 francs CFA, c'est bien cela? Ou environ ça fait 45-50 euros? Comment faire concrètement? Ben, écoutez, c'est vrai que la Banque mondiale a commencé depuis 2008 à s'intéresser au taux de pauvreté. Et c'est le gouvernement ivoirien qui a essayé d'évaluer ce taux il y a 2 ans, après une estimation autour de 2011 au sortir de la crise. Donc en 2008, nous avions un taux de pauvreté de 49% selon la Banque mondiale. Il s'est détérioré avec la crise pour se situer légèrement au-dessus de 50%. Et les dernières évaluations ont montré que c'est redescendu à 46%. Ça demeure néanmoins élevé. Ça demeure élevé. Et le gouvernement, bien entendu, doit continuer de créer des emplois, distribuer des revenus, créer des opportunités de revenus pour tirer à la baisse ce niveau d'emploi. Vous avez été, Nialé Kaba, la première femme ivoirienne à devenir ministre de l'économie. C'était donc jusqu'à récemment, jusqu'au début de l'année, je l'ai dit tout à l'heure. Quelles sont vos priorités en matière justement, en direction des femmes et de la jeunesse ivoirienne? Il faut dire qu'en ce qui concerne les femmes, la Côte d'Ivoire fait beaucoup. Le président Ouattara a mis un accent sur le genre. Vous avez parlé tout à l'heure de moi-même, première femme ministre de l'économie et des finances, mais il a, dans son gouvernement, donné des postes très importants aux femmes. Également, donc, dans les budgets qui sont alloués aux jeunes et aux femmes, il y a on va dire des budgets importants qui leur sont réservés, et des actions sensibles qui leur sont réservées. Mais à mon sens, la meilleure façon donc d'aider les femmes, pour nous qui sommes responsabilités, c'est de faire en sorte de montrer que la femme est capable de tenir les mêmes postes. Et je pense que toutes les femmes du gouvernement, toutes les femmes qui ont eu la chance donc d'être promues, font leurs meilleurs efforts. Pour dire aux Ivoiriens que la femme peut évoluer, je peux vous dire que ça a un impact important sur le taux de scolarisation des femmes, sur les secteurs de l'éducation où traditionnellement dans nos pays, les parents mettent moins les femmes à l'école. Moi, je suis d'une région où le taux de scolarisation des femmes est très bas, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on fait presque du 50-50. Vous disiez, on met des budgets à l'adresse de la jeunesse. Pourtant, on a vu des étudiants en colère à l'université, notamment à Abidjan, qui se plaignent du manque de moyens, des difficultés qu'ils ont dans leur vie quotidienne. Là encore, est-ce qu'il y a, de la part du gouvernement, une action qui pourrait intervenir rapidement? Non, je peux vous dire que, vous savez, nous avons une population qui est jeune. Presque 75% de la population a moins de 35 ans. C'est dire que l'essentiel du budget va à la jeunesse.
puisqu'il faut l'éduquer. Il faut former cette jeunesse, il faut l'éduquer, il faut lui permettre de se soigner. Et l'État fait beaucoup d'efforts en matière de ressources allouées à ces secteurs sociaux. Quand on parle de ressources pro-pauvres, où les dotations ont augmenté de presque 60% entre 2012 et 2015, ben, une bonne partie va dans les secteurs de l'éducation, formation, dans les secteurs de la santé. Et c'est cette jeunesse qui est ciblée. Et l'école, la part des ressources qui est allouée à l'école et à la formation ne fait qu'augmenter. Le gouvernement qui a décidé, le président de la République a décrété l'école pour tous récemment. Juste pour terminer en quelques mots, Madame la Ministre, votre pays a été frappé par le terrorisme. Est-ce que vous craignez que cela fasse fuir les investisseurs étrangers ou qu'ils aient peur de venir ? Non, la Côte d'Ivoire, vous parlez de l'attaque de Grand Bassam. Absolument, près d'Abidjan. Oui, l'attaque de Grand Bassam est un événement regrettable. Il fait suite à un certain nombre d'événements qui touchent malheureusement presque tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire le regrette. La Côte d'Ivoire a pris la mesure du défi qui n'est pas un défi, qui n'est un défi ni ivoirien ni africain, mais plutôt mondial. Ce qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire se donne les moyens de sécuriser à la fois la population, les investisseurs et leurs biens. Et la Côte d'Ivoire a, dans le cadre donc, de la réforme du secteur de la santé, de la sécurité, alloué d'importants moyens à la sécurité. Nialé Kaba, ministre ivoirienne du Plan et du Développement. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci.